Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, si le sexisme est partout, il y a des endroits où le quotidien des adolescentes relève de l'urgence. La ville de Creil en fait partie, la journaliste Laure Dossi y a enquêté, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, eh bien, c'est ce sommet européen aujourd'hui et demain à Bruxelles. Mais c'est quoi au juste un sommet européen? On va réviser nos institutions européennes, c'est au programme, notamment en histoire géo. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Il revient partout à Tis, séquence teasing avant la parution d'un nouvel album d'Astérix. Et puis rendez-vous enfin, comme chaque semaine, avec Sandra Ferreira pour Plateau Repas Trick or Treats. Notre diététicienne et nutritionniste va vous proposer un Halloween garanti sans orgie de bonbons et de sucreries. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. C'est un cabanon rouillé, dévoré par les mauvaises herbes au fond d'un jardin ouvrier. On est en 2021 et sur la photo que publie Le Monde, la poutre qui soutient la toiture porte encore les traces de l'incendie qui a tenté d'effacer tout souvenir de la vie de Shaina, 15 ans, un jour d'octobre 2019. Cet article et surtout ce drame sont le point de départ du livre enquête aussi sobre que percutant et sans doute percutant parce que sobre que publie aux éditions Les Échappés la journaliste Laure Dossi. Son titre, La réputation, enquête sur la fabrique des... Là, il faut que je le pose, filles facile parce que bien évidemment c'est entre guillemets. Laure, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Histoire de Shaina, vous le dites dès l'introduction, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Je crois que Le Monde l'écrit aussi à l'époque et c'est ce que vous montrez dans le bouquin. Oui, c'est un fait de société parce que derrière, il y a tout un système, ce système notamment de réputation. Et en allant enquêter sur place à Creil, j'ai réalisé combien cette réputation est une sorte d'épée de Damoclès qui est au-dessus de beaucoup d'adolescentes de Creil et qui a œuvré aussi, qui a été une des causes, on peut dire, de la mort de Shaina. Cette réputation, c'est un outil de contrôle sur ces adolescentes. Elles se retrouvent obligées de respecter tout un tas de règles tacites. Elles sont contrôlées, surveillées par des petits groupes de garçons et elles sont obligées d'être très discrètes. C'est ça. C'est même un garçon qui, lui, déplore ce qui se passe et qui me parle de brigade des mœurs. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de ne plus s'habiller en jupe ou en robe l'été, de peur d'être catégorisées tout de suite de filles faciles, comme vous l'avez dit avec des guillemets. Elles sont obligées d'être très discrètes si elles ont un petit ami. On va démonter tout ça et tout ce mécanisme. C'est vraiment un mécanisme que vous démontez. Un tout petit mot, si vous voulez bien, juste sur Creil, qui est peut-être moins connu que le 93, c'est pas dans le 93, c'est dans l'Oise. Alors, néanmoins, ça a commencé à faire parler, et notamment relativement à l'école, dès 1989. Mais ça, il y a que les gens de ma génération qui s'en souviennent. Il y a effectivement eu l'affaire du voile. Effectivement, 3 adolescentes ont voulu à ce moment-là porter le voile en classe et on le sait, ça a donné lieu à toute une polémique nationale. À l'époque, certains n'y voyaient qu'une marque culturelle et puis d'autres voyaient l'implantation de l'islamisme ou tout du moins d'un islam rigoriste. Il y a eu... Et le débat, au fond, n'a jamais cessé depuis. Le débat n'a jamais cessé depuis. Et depuis, le rigorisme religieux s'est quand même implanté dans la ville et je l'explique aussi dans le livre. Dans le même temps que la paupérisation progressait, parce que le Creil de 1989, il y a encore un peu d'emploi, il y a des entreprises, etc. Oui, c'est celui que vous décrivez prospère. Voilà, fait. non loin de Chantilly, mais on peut rester à Creil le week-end, alors que maintenant, c'est même absolument. C'est plus l'idée. C'est vrai que vous l'avez dit, c'est une ville aujourd'hui qui est géographiquement intéressante parce qu'elle est au milieu de plein de villes chics, mais c'est la ville qui a concentré un peu tous les problèmes, qui concentre vraiment beaucoup de problématiques contemporaines. C'est très intéressant pour cette raison d'enquêter là-bas. Et aujourd'hui, c'est la 7e ville la plus pauvre de France. C'est une ville où 25% de la population est au chômage, même 33% des jeunes. Le taux de chômage dans la France entière est de 7%. Il y a un taux sans nationalité très important. Alors, je ne sais pas comment dire qui coexiste, parce qu'en plus qu'on a, j'allais presque dire parqué, mais enfin qu'on a rangé, qu'on a logé en fait. Oui, on a fait venir de la main-d'œuvre à bon marché qui a été exploitée. Et on a mis chacun avec chacun. C'est-à-dire qu'on a mis les Afghans avec les Afghans, les Algériens avec les Algériens, etc. Et ça a perdu. Aujourd'hui, les immeubles ont été réhabilités grâce à la politique de la ville, mais ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, il reste une communautarisation où on a installé comme ça un repli sur soi. Et quand on me faisait visiter la ville, on me disait, voilà, là, c'est les immeubles des
des Sénégalais, ici c'est le lieu des Pakistanais, ici voilà, donc l'intégration dans ce système et dans ce lieu-là est d'autant plus compliquée. Et d'autant plus complexe. Comme je l'ai dit un tout petit peu rapidement en ouverture, et c'est donc là, en 2019, que la jeune Shaina, 15 ans, trouve la mort dans des conditions atroces. Oui, absolument. Shaina a subi tout ce que peut vivre pire une adolescente. Elle a été agressée sexuellement à l'âge de 13 ans et ensuite elle a été 2 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, poignardée et brûlée vive par son petit ami. Et en fait, les deux affaires sont liées en quelque sorte parce qu'à l'issue de l'agression sexuelle, les adolescents ont propagé l'anathème dans toute la cité de filles faciles. Ils ont propagé cette réputation. Qui survit à son assassinat atroce. Aujourd'hui. Vous avez rencontré des jeunes filles ou des jeunes hommes qui vous disent, je caricature un peu, mais qui vous disent quand même non, ça l'a tué, c'était pas une bonne idée, c'est pas bien. Par contre, le viol, ils remettent en cause encore aujourd'hui sa parole, et ça on dit beaucoup de la minimisation des violences sexuelles de la part de ces garçons et de la remise en cause de la parole de Shaina qui n'a pas été crue non plus au départ. Je développe certaines failles de la part de la police, de la justice qui ont beaucoup remis en cause sa parole et de certains garçons encore aujourd'hui. Et on va revenir là-dessus si vous voulez bien. L'histoire de Shaina n'est pas un fait divers mais un fait de société, une société qui a laissé prospérer ce système de réputation dans lequel une adolescente est méprisée, qualifiée de fille facile dès lors qu'elle est libre, ou même pire, dès lors qu'elle est victime d'une agression sexuelle. C'est ce que vous écrivez, Lord, aussi, dans La Réputation. C'est aux éditions Les Échappés. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui et demain se tient un sommet européen à Bruxelles et c'est l'occasion pour vous, pour nous, de nous faire un petit cours d'éducation civique. Après nous avoir parlé des Nations Unies mardi, le Conseil européen aujourd'hui. Oui, une autre institution, alors celle-ci n'est pas... C'est vrai qu'on s'embrouille entre la Commission, le Conseil, le Parlement. Eh bien, je vais essayer d'éclaircir tout ça. Vous êtes là. Alors celle-ci n'est pas internationale comme les Nations Unies, mais bien européenne. Elle réunit les chefs d'État et chefs de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne. Elle est présidée donc par un président, nommé par le Conseil. Et depuis décembre 2019, c'est Charles Michel, l'ancien Premier ministre belge. Et ce Conseil européen se réunit au moins 4 fois par an. On va dire exactement quel est son rôle, y compris parce qu'en ce moment, il y a cette polémique entre Charles Michel, Ursula von der Leyen sur la question de politique étrangère qui est le président de la Commission. Donc lui, le Conseil, quelles sont ses prérogatives? Alors, il décide des grandes orientations et priorités politiques de l'Union européenne, mais attention, il ne légifère pas. C'est la Commission européenne qui soumet des lois et le Parlement qui les adopte ou non. Il définit une politique de sécurité commune et il désigne et nomme les candidats à certaines hautes fonctions, notamment la présidence de la BCE qui aujourd'hui est tenue par Christine Lagarde. Alors avant ce sommet, aujourd'hui et demain, qui était prévu de très très longue date, a été organisé le 17 octobre dernier, un sommet exceptionnel, mais par visio, parce qu'il y avait cette urgence, cette actualité Israël-Gaza. En fait, c'était pour essayer d'accorder leur violon et de donner une vision commune à ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Ils ont évoqué la fourniture d'une aide humanitaire, le dialogue avec les acteurs régionaux pour tenter de parvenir à une paix durable et les conséquences sur la sécurité des pays. Évidemment, le risque de vagues migratoires vers l'Europe et du fait de ce conflit. Et ce n'est pas la première réunion extraordinaire de l'année, il y en a régulièrement en fait, du Conseil européen. Oui, puisque vu l'actualité, en juin, il adoptait par exemple un nouveau train de sanctions économiques et individuelles contre la Russie. Et plus tôt encore cette année, il s'est réuni et a créé un registre des dommages pour l'Ukraine. Première étape vers un mécanisme international d'indemnisation des victimes de l'agression russe. Donc là, nous avons le Conseil de l'Europe. Vous l'avez cité, je veux bien qu'on dise un mot du Parlement européen. En plus, il y a la série Parlement dont je suis un adepte absolu. Oui, puis surtout, il y a les élections en le 9 juin. Oui, c'est plus important que la série, je suis d'accord. Les deux sont bien. Ouais. Parce que donc on va aller aux urnes le 9 juin prochain pour élire les 720 députés, dont 81 députés français. Aujourd'hui, il y a 705 députés et la majorité revient au groupe des chrétiens démocrates avec 177 sièges, suivi des sociaux-démocrates avec 143 sièges. Et donc, le rôle du Parlement, on vient de le dire, c'est donc de voter les lois, on l'aura compris, mais aussi de contrôler la Commission européenne ainsi que le gouvernement, et aussi, comme tout bon Parlement, représenter les citoyens, donc 360 millions d'électeurs inscrits. Parlement européen, Conseil européen et Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe. Alors c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, il ne faut pas tout mélanger. Le Conseil d'Europe, c'est une organisation international cette fois, dans lequel on retrouve évidemment les États membres de l'Union européenne, mais d'autres États s'y ajoutent puisqu'ils sont 48 pays. Son siège est cette fois-ci à Strasbourg et il a pour objectif de la promotion des droits de l'homme
des valeurs de paix et de justice. Et à sa tête, on retrouve un secrétaire général, ou plutôt une secrétaire générale, puisqu'il s'agit de l'ancienne ministre croate, Marija Pejčinović-Burić. Merci beaucoup, Cécile. On termine absolument sur le Conseil européen, le président Charles Michel qui a indiqué être pour l'adhésion de nouveaux États d'ici 2030. Certains se sont déjà portés candidats, l'Ukraine, on le sait, mais aussi la Moldavie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. On se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. Lors aussi, grand oral. L'anathème fille facile est vite arrivé. Pour eux, c'est juste une fille qui traîne. Eux, on ne sait pas vraiment qui c'est finalement. Tout le monde évoque ces groupes de garçons qui font régner leurs lois et leurs interdits. Ils ont imprimé leur marque dans tous les esprits et leur contrôle plane au-dessus de toutes les femmes. Une sorte de brigade des mœurs qui ne dit pas son nom et dont certaines se font les complices. Extrait donc de La Réputation, enquête sur les filles faciles que vous publiez lors d'aussi aux éditions Les Échappés. Vous citez dans le bouquin Margot Déage ou Isabelle Claire, on les a reçus ici même l'année dernière d'ailleurs, et vous montrez, vous aussi, qu'on arrive très vite à ce stigmate de filles faciles, alors qu'une fois qu'on a le stigmate, ça appelle presque automatiquement le harcèlement. Oui, et comme je le dis dans le livre, on devient une fille facile pour tout et n'importe quoi, soit parce que c'est une adolescente qui veut vivre une vie normale d'adolescente, avoir un petit ami, s'habiller comme elle le souhaite, sortir, aller dans un café, etc. Et ça, pour un certain nombre d'entre elles, ce n'est pas possible parce que ces règles tacites qui se sont imposées et qui leur interdit de faire ça. Et puis, c'est aussi par des vengeances. Oui. Sur comment on s'habille, parce qu'en gros, ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, il faut masquer le corps. Soit ça va être des vêtements un peu informes, oui, des sweatshirts, des capuches, voilà. des trucs, beaucoup sont avec des vêtements amples. Voilà, et il y a aussi... Soit c'est des vêtements religieux. C'est ça. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de revendications comme quoi le voile serait une liberté, ce serait une liberté de le porter. Moi, ce que j'ai constaté, à l'inverse, c'est que des adolescentes se sentent obligées de le porter. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix, pour ne pas tomber dans cette catégorie de filles faciles. Donc le voile est un outil de protection pour elle. À partir de là, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal à considérer que c'est un outil d'émancipation. Voilà. Et vous parlez d'un point de vue féministe, il faut le préciser aussi, on ne l'a pas fait depuis le début de l'émission. Absolument, oui. C'était pas une enquête facile pour vous d'ailleurs. Non, parce que c'est vrai que tous les jours, à chaque fois que je rencontrais des filles qui me témoignaient des violences qu'elles subissaient, mais c'est mon rôle aussi de journaliste de leur donner la parole et voilà, j'espère que leur parole sera prise en compte. Avec des institutions qui sont aux abonnés absents, on ne va pas rentrer dans tous les détails, ils sont dans le livre, notamment sur la santé. On peut vraiment parler de territoires abandonnés par la République, là, pour le coup. Alors, il y a des choses qui sont faites, mais au regard de la difficulté qui existe, ce n'est pas suffisant. Et en effet, il y a, par exemple, ça peut sembler un peu loin, mais c'est lié quand même, il y a la maternité, la grande maternité de Creil, 1700 naissances par an, et donc c'est pas une petite maternité. Voilà, donc elle a fermé pour des causes économiques, elle a été transférée à Senlis, mais je me suis mis dans la position d'une adolescente qui voudrait par exemple avorter dans ce lieu. Eh bien, j'ai appelé le numéro du gouvernement, qui est un numéro vert, très bien, qui a été mis en place. Et là, on me donne deux contacts. On me donne le contact de la maternité et le contact d'un médecin de Creil. Or, la maternité avait fermé. Et si je suis une adolescente qui n'a pas le permis, je ne peux pas aller à Senlis facilement. Il n'y a pas de bus pour aller à Senlis. Et le médecin avait également fermé. Il avait transféré son cabinet à Beauvais. Et ça dit aussi de problème du désert médical. Donc voilà, c'est tout un ensemble d'éléments qui fait que ces adolescentes se retrouvent sans aide. Et pour le sujet peut-être qui nous anime aussi, c'est là où l'école a un rôle primordial. Exactement. On parle beaucoup ici de l'éducation à la sexualité. On sait qu'il y a 3 séances du moins obligatoires chaque année, etc. Généralement, elles n'ont pas lieu. Dans la majorité des cas, vous assistez à une séance et vous qualifiez l'expérience, je vous cite, de glaçante. Oui, absolument. Déjà, par rapport à l'école, je voudrais dire aussi que je pense que les professionnels de l'éducation doivent avoir conscience de ce qui se passe pour ces adolescentes et de ne pas se faire le relais parfois aussi de ces réputations, ou en tout cas de ne pas faire tomber la responsabilité sur ces adolescentes. Beaucoup témoignent aussi aujourd'hui de tout ce qui est phénomène de revenge porn, de cyberharcèlement. J'ai été glacée aussi de voir combien elles sont toutes un peu sous la coupe de garçons, même leurs petits amis qui leur obligent à leur envoyer un nude, etc. S'il y en a qui envoient un nude et que ces photos de nus se trouvent propagées partout, c'est pas
elles qui sont responsables. C'est pas sur elles que doit se porter la responsabilité quand elles se font agresser. Et donc, effectivement, l'éducation affective et sexuelle est pour moi un élément crucial. J'ai pu y assister et je savais combien c'était important, mais là, j'ai pris conscience combien c'était une manière pour ces adolescentes de libérer leurs paroles. Il y avait un petit groupe d'adolescentes qui toutes témoignaient auprès de l'animatrice des violences qu'elles avaient subies. Ça allait de ce cyberharcèlement à, pour certaines, une tentative de viol. Donc c'était l'occasion pour elles d'enfin s'exprimer sur ce qu'elles avaient vécu. Et puis c'est l'occasion aussi d'apprendre tout simplement la lutte contre les stéréotypes, ce qu'est le consentement. Il y a ce jeune homme, cet adolescent en 3e, l'animatrice lui dit « Qu'est-ce que le consentement ?» Comment on sait si elle est d'accord ouais. Il dit si elle ne se débat pas. Bon, c'est assez. C'est un sourire, c'est un rictus nerveux de ma part. Faites la vôtre aussi, je pense. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant qu'il ait pu avoir cette réaction à ce moment-là, avec dans ce cadre-là, puisqu'ensuite, oui, d'une certaine façson, l'animatrice elle a pu répondu, elle a pu ressaisir tout ça. Recadrer, elle a pu lui faire comprendre que ce n'était pas ça et qu'il y avait d'autres éléments à prendre en compte. Et donc, on voit tout l'intérêt de ces séances d'éducation affective et sexuelle. Et vous insistez, et vous avez raison pour dire que c'est affective et sexuelle, c'est pas seulement l'éducation à la sexualité, on va peut-être en reparler. Il y a beaucoup de fake news autour, et malheureusement, tous les adolescents n'ont pas accès à ces cours-là. Il y en a que 15% des lycéens, 20% des collégiens, c'est trop peu. 38% de taux de pauvreté, 45% même pour les moins de 30 ans. Vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure. Creil, 7e ville la plus pauvre de France, théâtre de cette enquête de Laure Dossy sur la fabrique des filles faciles. J'insiste sur les guillemets, ils y sont. On se retrouve, Laure Dossy, je ne l'ai pas dit depuis le début de l'émission, qui est journaliste et qui est journaliste à Charlie Hebdo. On se retrouve juste après la récré. Récré avec Astérix, 49% des Français ont pour héros favori Astérix. C'est votre cas d'ailleurs? C'est un de vos héros favoris, Astérix? Oui, comme beaucoup de gens, je pense. Ouais, voilà. Allez, 49,0001. Cécile, à l'occasion de la sortie du 40e album des aventures d'Astérix, l'Iris Blanc, vous nous parlez de ces célèbres Gaulois et vous revenez sur le personnage qu'on ne présente plus. Vous n'avez pas le bouquin? J'ai pas le livre. C'est le trésor le mieux gardé du monde. Il est sorti aujourd'hui. Il faudra se contenter de la photo de la couverture pour le moment. Mais on sait quelques petites choses quand même. Alors dites-nous tout. Alors, bien l'histoire déjà. L'Iris Blanc est le nom d'une nouvelle école de pensée positive venue de Rome. César décide que cette méthode peut avoir un effet bénéfique sur les camps qui se trouvent autour du village d'Astérix. Vous l'aurez compris, c'est le développement personnel. C'est un petit peu le développement. Génial. Tout à fait. Et on sait aussi que le dessinateur qui est Didier Conrad, qui a déjà dessiné 4 autres albums, notamment La fille de Vercingétorix, et qui avait été choisi par Uderzo en personne pour lui succéder, s'est inspiré de Bernard-Henri Lévy et de Dominique de Villepin pour créer le personnage de Tullius Viceversus, le médecin de Jules César. Et on sait qu'il sort en 20 langues et dialectes, c'est 3 de plus que pour les tirages initiaux habituels, les 3 nouvelles traductions danois, grec et mexicain. Et enfin, il sera tiré à 5 millions d'exemplaires, exactement comme pour Astérix et le Griffon. Celui d'avant. Il y a une première avec cette Iris Blanc, c'est le scénariste, Fab Caro. Oui, Fabrice Caro pour les intimes succède en effet à Jean-Yves Ferry, scénariste des 5 derniers albums de la série. Et c'est assez dingue de retrouver Fab Caro, c'est Zai Zai Zai. Oui, c'est Zai Zai Zai. Scénariste d'Astérix. Oui, puis c'est aussi Moins qu'hier et Plus que demain, et aussi du roman Le Discours. D'ailleurs, Le Discours et Zai Zai Zai, ils ont été adaptés au cinéma. Il y a un humour extrêmement décalé, assez caustique, je recommande. Et on a hâte de découvrir en fait Astérix façon Fab Caro quand même. Qui s'imaginait pas une seconde devenir scénariste d'Astérix, Fab Caro. Non, il l'a dit au micro de France Inter, il a raconté que les équipes de la maison d'édition Albert René ont demandé à le voir. Il était à 1000 lieues de se douter que c'était pour Astérix. Il raconte, je suis arrivé détendu et les éditeurs m'ont dit qu'ils avaient pensé à moi pour le prochain Astérix. C'est là que ça a basculé dans une autre dimension. Ma première pensée a été pour le petit Fabrice de 7-8 ans qui faisait la danse de la joie dans ma tête. C'est joli. Bon, on espère qu'il y a un cahier des charges qui est extrêmement strict, mais qu'il arrive à poser sa patte. Oui, alors il dit comment il a fait. Il a dit avoir écrit en se demandant si ça aurait fait rire Uderzo et Goscinny, les papas d'Astérix. Pas mal. Et ben on souhaite à cet album, s'il est bon, de faire aussi bien que La fille de Vercingétorix. Combien il y avait eu? Le plus gros tirage de 5 millions, c'est ça, hein? 5 millions d'exemplaires. Vendus. Depuis le début en 1961, c'est le plus important. Vous savez combien il s'est écoulé d'albums depuis 1961? Oui, je le sais, parce que c'est écrit sur ma page. 393 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Cécile, merci beaucoup. On retrouve Laure Dossy, Grand Oral.
À Creil, ces réputations se fabriquent dans un contexte de repli identitaire, d'échecs scolaires, de chômage, de pauvreté et de rigorisme religieux. Ces éléments combinés ensemble ont créé de véritables ghettos sexistes, car au cœur de ces difficultés, c'est la loi du plus fort qui revient s'imposer, et la loi du plus fort est souvent une loi patriarcale. Lord aussi, c'est quand même ça aussi le cœur de votre livre. Vous dites en intro, d'ailleurs, j'ai longtemps tourné autour du sujet. Oui, parce que ce féminicide me semblait vraiment atroce. Enfin, il est atroce et je n'osais pas m'y confronter, mais c'est nécessaire de le faire et de comprendre au-delà de ça comment on en est arrivé là. Et puis on a peur de tenir un discours stigmatisant, on a peur aussi comme à la fois journaliste, mais peut-être aussi comme militante. Et puis il y avait des chercheuses, il y en a qui ont refusé de vous répondre en disant moi je ne veux pas prêter ma voix à un discours qui, si ça se trouve, va dire du mal de... Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un souci dans une partie du féminisme et une partie de la gauche à ne pas vouloir faire face à certains problèmes. Moi, je suis plutôt mon cœur est à gauche, on va dire. Je suis féministe et je pense que la pire stigmatisation, ce serait d'abandonner ces adolescentes. Voilà. Je dis tout au long du livre que les violences faites aux femmes sont absolument partout, dans tous les milieux sociaux, dans tous les territoires. Ça, je ne l'oublie pas. Mais je ne m'interdis pas non plus d'aller enquêter dans ce territoire en particulier et de dire ce qui s'y passe. Et en l'occurrence, je pense que c'est un sexisme exacerbé avec des spécificités de ce contrôle quotidien sur le corps, l'injonction à la virginité. Absolument, c'est ça, cette injonction de pureté, de virginité qui, à ma connaissance, existe quand même plus spécifiquement dans ce type de territoire et qui est le terreau qui prépare à ce qu'ensuite une adolescente ne soit pas respectée si elle ne suit pas ces injonctions. Voilà, donc je revendique de pouvoir leur donner la parole et j'espère qu'on les écoutera. Vous êtes journaliste, je ne vais pas vous demander les solutions parce que personnellement, en tant que journaliste, je déteste qu'on me les demande. C'est des constats. Néanmoins, on se rend bien compte en creux, en vous lisant, qu'il y a un premier pan de solution qui est quand même en termes de politique publique et de moyens, parce qu'on évite presque de dire que c'est une faillite des institutions. C'est-à-dire qu'ils sont tellement peu nombreux, tellement peu outillés, que même les pauvres, en tout cas les personnes qui sont là pour agir, c'est pas évident. Il y a un manque de moyens, en effet, pour les services publics. Il y a un projet de Carrefour des femmes pour rassembler aussi toutes les associations. Tout est un peu dispersé et on a constaté qu'il y a un manque de connaissances des adolescentes sur les acteurs à qui elles peuvent se confier les personnes sur place pour avoir de l'aide. Il y a bien sûr le rôle de l'école. Encore faut-il que l'école ait conscience de ces problèmes. Et j'ai un exemple où je cite une adolescente qui me dit « j'ai peur de finir comme Shaina ». Cette adolescente a porté plainte pour un viol qu'elle dit avoir subi dans l'infirmerie de son établissement. Pareil, elle a fait tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire le signaler à la direction de l'établissement, porter plainte. Mais 1 an et demi après les faits, l'agresseur présumé n'a toujours pas été entendu par la police. Un signalement a été fait par la direction, l'instruction a été ouverte, mais là, par un manque de moyens de la police et de la justice, rien n'a été fait. Et la conséquence, c'est que cette adolescente s'est sentie obligée de partir de son établissement parce qu'elle commençait à être l'objet de dénigrement de la part des amis de l'agresseur. Et l'agresseur est toujours là. Exactement, elle est punie elle-même. Et comme souvent dans les cas de harcèlement, où ce sont les enfants harcelés ou les jeunes filles harcelées qui sont obligées de partir. Et l'établissement se sent démuni et en même temps n'a pas fait davantage pour essayer de protéger cette adolescente. Parce qu'il y a peur des réactions aussi, peur de tout ça. Tout le monde est pris dans un système de peur, finalement. Tout le monde est pris dans un système de peur et ils disent tant que l'adolescent n'est pas condamné par la justice, nous, on ne peut rien faire. On ne peut pas exclure cet adolescent. Ouais. Oui, mais il faut trouver quand même un moyen de protéger cette adolescente. De protéger cette jeune femme, bien sûr. Peur aussi dans l'espace public. Vous décrivez des cafés, ça avait fait une polémique considérable il y a quelques années. Vous avez dit, effectivement, il y a que des hommes dans les cafés. Vous avez pu aller au café. Mais oui, c'est pas la meilleure expérience, c'est pas l'expérience la plus épanouissante de votre vie. Non, la réalité, c'est que les cafés ne sont pas interdits aux femmes. Ce serait faux de dire ça. Bien évidemment, il n'y a pas un petit écriteau interdit. Mais les femmes ne s'y sentent pas autorisées, ne s'y sentent pas à l'aise. Aucune adolescente ne s'y rend et aucune femme, même plus âgée, ne s'y rend pour boire un verre avec des copines. Donc vous l'avez fait, mais en disant c'est un peu... J'y suis allée, je dis je n'ai pas connu... J'ai pas eu d'ostracisme, on m'a pas embêté.
embêter, mais c'est pas la même chose quand on est une journaliste et quand on est une adolescente de Creil. Voilà. Bien sûr. Et on voit les cafés sont vraiment uniquement trustés par des hommes. Ouais. La réputation, enquête passionnante sur la fabrique des filles faciles. J'essaye toujours de bien remettre les guillemets qui sont sur la couverture. C'est, je le disais en introduction, percutant parce que sobre également. Et c'est ce qui rend cette enquête absolument percutante. Laure, vous restez avec nous. On va aller vers un sujet un peu plus léger. C'est Halloween, ça vous va? Ouais, sans sucrerie. Très bien. Hein Cécile, merci beaucoup. Sandra Ferreira, plateau repas. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plateau repas, notre rendez-vous avec vous, notre diététicienne et nutritionniste. Et à l'approche d'Halloween, vous allez nous donner quelques bonnes idées pour nous amuser en mangeant sainement, sain et Halloween. Sain et Vous allez me faire croire ça. Eh ben oui, exactement. Avec des espèces de montagnes de Bombec. Vous croyez que je ne vais pas au cinéma? D'ailleurs, on peut remplacer les Bombec, comme vous dites, par des petits grains de raisin. Ça marche très bien. Oui, c'était pas prévu, mais j'ai toujours la réponse à tout. Bon, alors, qu'est-ce que vous nous proposez de sain pour Halloween? Bon, l'incontournable potimarron, la citrouille, on est d'accord, c'est sain. C'est vraiment la star d'Halloween. C'est riche en vitamines, en fibres. C'est très peu calorique, c'est vraiment un légume. Et surtout, ça se cuisine très facilement parce qu'on prend la citrouille ou le potimarron, on coupe des tranches, vous laissez la peau, vous mettez au four, un peu de crème, un peu de patience aussi, et sachez que la peau se mange, parce que souvent on se dit, oh là là, quelle catastrophe d'éplucher, mais la peau se mange, c'est très très simple. Ok, citrouille, potimarron, quoi d'autre? Un œuf. Alors, si je vous dis un œuf, vous dites quel est le rapport avec Halloween? Quel rapport avec On va déjà parler du fait que c'est un concentré de protéines, l'œuf. Il y a des bonnes graisses dans l'œuf. Le rapport, c'est qu'on peut les rendre effrayants. Une fois que l'œuf est cuit, on peut le fendiller un petit peu et le faire rouler sur un plan de travail avec un petit peu ou du thé ou de la sauce soja, et dans les petites fissures de l'œuf, ça va le rendre un peu effrayant. On peut même... mais oui, vous montrez la photo là. Voilà, il y a la photo. On peut même, si on veut vraiment la couleur sang, mettre du jus de betterave, et là on a des œufs un peu effrayants, mais ça sur la table pour les enfants. Vous nous avez aussi apporté des bananes. Des bananes qui, si tout va bien, ressemblent à des fantômes. Alors, elles me font peur. Oui, elles vous font peur, on est bon. La banane, pour parler diététique, c'est riche en magnésium, et le magnésium, on en a besoin contre la fatigue. C'est parti en dégustation, on en a besoin contre la fatigue, donc c'est parfait. En plus, c'est amusant, on fait avec les enfants, on met des petits yeux en chocolat, on pourrait même rajouter une bouche, là j'ai mis que les yeux, et les enfants, là, ils ont envie au goûter de manger les bananes effrayantes fantômes. Ok, je commence à voir le principe, donc si je veux du sang, j'utilise par exemple des fruits rouges. Très bien, vous êtes parfait. Je m'adapte. Fruits rouges, je dis antioxydants, parce que vous savez qu'avec moi on mange des antioxydants. C'est mieux quand c'est sain. Donc des antioxydants, on peut mettre le verre, votre verre à boire, le renverser. Faire un coulis, vous le renversez, ça fait des coulures de sang de fruits rouges. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte des fruits rouges en cette période? Eh bien, comme j'ai une solution à tout, n'oubliez pas que les fruits rouges sont aussi en surgelé, donc vous pouvez acheter des framboises surgelées ou des fruits rouges surgelés et vous faites pareil. Et si vous voulez du lycopène, c'est un antioxydant qui est bon pour la santé aussi, qui se trouve dans la tomate, vous pouvez faire un petit verre de jus de sang avec la tomate. Avec de la tomate. Et les enfants, on mange toujours beaucoup de tomates avec vous. Donc du coup, ils boivent leur verre de jus de sang et en fait, on leur a fait boire de la tomate. Je crois me souvenir que vous nous aviez expliqué que le chocolat, c'était sain à certaines conditions. Exactement, la condition, c'est d'être plutôt noir, plutôt au-dessus de 75-80%. Et donc Halloween chocolat? Pardon? Halloween chocolat? Halloween chocolat, oui. Halloween chocolat. On met des petits copeaux sur de la citrouille, c'est un petit effet effrayant. Sur la banane? Sur la banane, là en l'occurrence. Laure qui est très bien élevée, qui attend quand même la fin de l'émission pour manger sa banane. Voilà. C'est la grande professionnelle. C'est au cas où il me poserait une dernière question, je ne sois pas en train de... Au cas où, oui, je me doutais que c'était pour pas avoir la bouche pleine. Et puis ça apporte le chocolat du magnésium. Encore une fois, c'est contre la fatigue. À l'approche de l'hiver, c'est plutôt assez bien. On peut aussi faire avec le chocolat une espèce de toile d'araignée noire en chocolat à mettre sur un gâteau. Ah ouais, c'est compliqué ça, non? C'est un petit peu compliqué, mais c'est amusant à faire, même si c'est raté avec les enfants, peu importe, on s'est amusé. Ok, petite dernière pour la route? Une petite dernière pour la route, alors je vais vous parler de carottes. Carottes, pourquoi? Parce que la carotte crue... Non, c'est pas bon pour le teint, je sais pas quoi, les carottes. Si, d'accord, je pensais que vous montriez vos dents. Non, pardon. pas mes dents. C'est bon pour le teint. C'est ça. Effectivement, c'est un antioxydant, un autre, qui donne cette vertu à la peau. Mais surtout, c'est rigolo parce qu'avec des petits clous de girofle, on revient encore aux bananes fantômes. C'est là où les clous de girofle, c'est bon pour les dents. Oui, c'était même pas ça, mais effectivement. Et ça fait une petite carotte effrayante. Voilà. Donc on a des petits goûters, des petits repas sains pour les enfants. Et un Halloween sans Bombec. Non, mais... Si, mais bien sûr, c'est Halloween, on va bien manger des bonbons. Mais
Là, j'ai trouvé ça cette année. J'offre ça d'ailleurs en consultation et les enfants adorent. C'est des petits paquets de raisins secs et ils adorent. Ils repartent avec un petit paquet de raisins secs. Raisins secs, bananes, carottes, tomates, fruits rouges. Happy Halloween! Sandra, merci beaucoup. Laure, merci beaucoup de nous avoir rendu visite dans l'émission. Moi, je vous incite vigoureusement à lire La Réputation, enquête sur la fabrique des filles faciles. C'est aux éditions Les Échappés, signé donc Laure Dossy, journaliste à Charlie Hebdo. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission. Taï Sayad au maquillage, Emma Frari, assistée par Marine Plantec en régie, au son Héloïse Merlin à la réalisation, Romain Luc. Vous restez sur Scoop TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.